Bonjour à tous, je me nomme Jacob Erebi, je suis professeur de droit civil au sein de la prépa ISP. Dans cette vidéo, je me propose de vous fournir des éléments de correction s'agissant de la dissertation, les tiers et le contrat. Ce sujet a été proposé à la composition des candidats du premier concours en 2022. Je vous propose d'agir en 3 temps pour fournir ces éléments de correction. D'abord, nous allons analyser le sujet. Ensuite, nous allons envisager ce qu'il ne fallait pas faire dans le cadre de cette épreuve. Et enfin, nous donnerons quelques pistes de ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait produire. Commençons ensemble par l'analyse du sujet. Force est de constater immédiatement que l'on est en présence d'un sujet à l'intérêt prégnant. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il s'agit d'un sujet de droit des obligations, qu'il n'y en avait pas eu au concours depuis 2014 dans le cadre de la dissertation. Il n'y avait donc pas eu de sujet de dissertation sur le droit des obligations depuis, évidemment, la réforme du droit des contrats pratiquée en 2016. Cela fait quelques années que l'on attendait un sujet de droit des obligations, moi particulièrement, et enfin le sujet est tombé. Et force est de constater qu'il est tombé évidemment sur des points cardinaux du droit des contrats, force est de constater qu'il est tombé aussi sur des points qui intéressent tous les acteurs du droit. La question peut être abordée par les universitaires, par les praticiens. La question a un intérêt tout à fait essentiel d'un point de vue judiciaire, notamment pour les magistrats. C'est une question, les tiers et le contrat, qui est difficile à évaluer en termes de difficulté. En effet, en apparence, les tiers et le contrat, c'est un sujet familier à tous les juristes. Il n'est pas nécessaire d'être spécialiste de droit civil pour avoir des idées sur ce qu'il fallait peut-être envisager dans cette dissertation. À l'instant même où on énonce le sujet, les tiers et le contrat, eh bien, tout juriste a au moins un exemple d'interaction. En apparence, c'est un sujet aussi facile parce que nous l'avons tous étudié en 2e année, aujourd'hui la licence 2 de droit. Autrement dit, certains d'entre nous ont même potentiellement été interrogés sur la dissertation, les tiers et le contrat alors qu'ils étaient en 2e année. Nous avons tous aussi plus ou moins suivi l'actualité et le sujet, le tiers et le contrat a animé non seulement les colonnes des revues juridiques à l'occasion de la réforme du droit des contrats, mais aussi à de nombreuses reprises à l'occasion de discussions sur la jurisprudence de la Cour de cassation tout particulièrement. On a donc en apparence un sujet qui intéresse tout le monde, qui permet à tout le monde d'avoir une idée immédiate de ce qu'il fallait traiter. Ce n'est pas toujours le cas lorsque l'on regarde les annales du concours de l'ENM, la dissertation, et parfois l'occasion d'interrogations plus que de réponses. Ici, au contraire, chacun a une idée assez rapide. Et pourtant, l'on est dans le cadre du concours de l'ENM. On est dans le cadre du concours étudiant, du premier concours de l'ENM, puisque je rappelle que les 2e et 3e concours, eux, ne sont interrogés que sur des consultations. Et le niveau moyen des candidats du premier concours, du concours étudiant, est un niveau très élevé. Ce qui est donc certain, c'est qu'un tel sujet ne peut pas être abordé comme si on était en 2e année de droit. Et il ne peut pas être abordé par tout à chacun, quand bien même tout à chacun a une idée, un exemple d'interaction entre les tiers et le contrat. Ici, il fallait, et c'était vraiment essentiel, avoir des connaissances certaines, à la fois donc sur les textes, sur la jurisprudence, même des connaissances certaines sur la pratique. Il faut avoir une intelligence rédactionnelle, et je pense notamment à l'esprit de synthèse. Autrement dit, on était face à un vrai sujet ENM avec un certain nombre de difficultés qui, celles-ci, ne se décelaient pas immédiatement. Seule la méthode permettait d'aborder correctement ce sujet, mais j'y reviendrai. Alors, toujours au titre de l'analyse du sujet, rien d'étonnant, je vais
commencer par envisager les termes du sujet. D'abord, l'on remarque immédiatement que le sujet est certes formulé les tiers et le contrat, mais que le sujet lui-même qui fait la matière, le terme qui est le cœur du sujet, c'est le contrat. Pourquoi ? Parce que le sujet, les tiers et le contrat nous dit immédiatement que l'on est dans la matière contractuelle. C'est pourquoi commencer par définir le contrat était, on va dire, l'idée première à suivre et même un élément fort de la construction de l'introduction. Je rappelle que la définition du contrat a varié entre 1804 et 2016. En 1804, le contrat a été défini en fonction de son objet, en fonction des obligations qui faisaient l'objet du contrat, obligation de faire, de ne pas faire et de donner. Le contrat était alors défini comme une convention entre une ou plusieurs personnes qui s'engageaient envers une ou plusieurs autres, donc à faire, ne pas faire ou à donner. Cette définition classique a cédé la place, tout en gardant quand même une certaine importance dans la jurisprudence, mais cette définition classique a été modernisée. En 2016, le nouvel article 1101 du Code civil disposant que le contrat est un accord de volonté entre les parties destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. On a désormais une définition fonctionnelle qui prévoit quelle est finalement la finalité du contrat. On a une définition qui met en évidence que le contrat est l'accord et le fruit de l'accord des parties, et cette idée que le contrat est donc la chose des parties. C'était important de commencer par définir le contrat parce que la notion de tiers n'existe finalement que d'un point de vue relatif, et le mot est important, par rapport à la notion de contrat. En effet, on est tiers au contrat. On est tiers par opposition aux contractants, tiers par opposition aux parties contractantes. Il faut donc avoir défini la sphère du contrat pour savoir qui est dedans, les parties, et qui ne l'est pas, les tiers. Finalement, vous l'avez compris, on ne peut pas définir les tiers sans avoir déterminé qui sont les parties. On a défini le contrat positivement par la loi. Le terme tiers ne reçoit pas de définition légale, mais se définit donc par rapport au contrat, presque par opposition aux parties contractantes. On a fait l'essentiel, ou presque, car il nous manque un élément essentiel de notre analyse liminaire, le « et ». Le sujet, les tiers et le contrat ne fait pas la part belle à la conjonction de coordination « et pourtant le terme est essentiel. Le sujet, ça n'est pas les tiers. Le sujet, ça n'est pas le contrat. Le sujet, ce n'est pas les tiers plus le contrat. Le sujet, c'est les tiers et le contrat. Autrement dit, on est en présence de ce que l'on nomme un sujet X et Y. Ce sur quoi on est interrogé, c'est la relation. C'est, on va dire, la partie commune du droit des contrats où on retrouve les notions de tiers et la notion de contrat. Finalement, notre champ d'investigation, ça ne va pas être tout le contrat. Notre champ d'investigation, ça ne va pas être tout ce qui concerne les tiers. Notre champ d'investigation, ça va être, cet impact réciproque, cette presque dépendance qui est née au fur et à mesure du temps entre le contrat et les tiers. Cette zone frontière où ces deux notions qui, en apparence, s'opposent, sont en réalité parfois intimes. Et vous voyez que, encore une fois, et la méthode ici est extrêmement classique, jusqu'à ce point-là, il n'y a pas d'originalité. On remonte aussi loin, finalement, que la dialectique
eh bien, aussi loin que l'on a inventé la dialectique. L'idée est évidemment ici de raisonner à partir des termes du sujet. Rien qu'en raisonnant à partir des termes du sujet, l'on était déjà dans une idée essentielle de problématisation. Et pourtant, bien que cette analyse du sujet, finalement, se révèle assez simple, il y avait des pièges dans ce sujet, et force est de constater, au vu de quelques commentaires que l'on a pu trouver sur les réseaux sociaux après que le sujet ait été rendu public, que certains se sont jetés allègrement dans ces pièges, voyons ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qui s'est beaucoup fait par les quelques commentateurs qui n'ont pas réfléchi aussi longtemps que les candidats et qui ont sans doute pris trop à la légère ce sujet, ce qu'il ne fallait pas faire, c'était justement recenser ces connaissances pour simplement les compiler. Le sujet, le tiers et le contrat est abordé dans tous les manuels de droit des obligations d'une manière ou d'une autre. Du, on va dire, plus synthétique, du plus superficiel, au plus technique, au plus approfondi. Et pourtant, rien de ce que l'on trouvait en termes de structure et d'analyse dans ces manuels du plus simple au plus compliqué ne devait correspondre, eh bien, à ce qui devait être fourni par le candidat. Car s'il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que la dissertation ONM n'est pas, en aucun cas, une récapitulation de connaissances, une récitation. On n'est pas face à une leçon, ni dans la recherche de l'élégance, ni dans la recherche de la complétude. La dissertation ONM, ça n'est pas un exercice de recensement et de synthèse. Bien sûr qu'il fallait être capable de faire de synthèse par rapport à de très nombreuses connaissances qui pouvaient nous venir. Mais la simple structuration sous forme d'un puzzle de ces connaissances, une structure dénuée de toute analyse, de toute profondeur démonstrative, de toute prise en compte des problématiques liées au magistrat et à la pratique, eh bien, toute simple restitution d'idées, tout puzzle de connaissances, eh bien, doit être sanctionné. Quand bien même les informations produites seraient exactes. C'est ça la difficulté. On est face au concours de l'ENM, l'un des concours, sinon le concours le plus prestigieux à l'issue des études de droit, et on ne peut se figurer qu'une simple récitation de leçons, eh bien, amènerait des félicitations de la part du correcteur et du jury. De la même manière, on l'a dit, combien d'entre nous, nous tous sans doute, sont capables, eh bien, de trouver des exemples d'interaction entre le tiers et le contrat. Je suis sûr et certain que le premier réflexe d'un grand nombre d'entre vous, quand ils ont entendu le sujet les tiers et le contrat, ça a été de penser par exemple à la stipulation pour autrui. Et c'est un bon réflexe. Bien sûr que la stipulation pour autrui est un exemple eh bien, d'exception au principe frontière de séparation entre les tiers et le contrat, au principe de l'effet relatif des conventions dont on va parler dans quelques minutes. Mais en même temps, ça n'est qu'un exemple d'exception. La stipulation pour autrui ne peut pas être le cœur du sujet, ni même l'entame du sujet. On a tous des exemples d'interactions qui nous viennent à l'esprit, et là aussi, comme il faut se garder d'une simple restitution de connaissances, il faut se garder d'une compilation d'illustrations et d'exemples. L'examinateur n'est pas là pour lire et relire eh bien, les exceptions légales et jurisprudentielles que l'on est tous capables de trouver dans le code en quelques minutes. Encore une fois, le concours de l'ENM n'est pas à la portée de tous et de celui qui connaît sans savoir, sans démontrer. Alors, voilà, c'est dit, il ne fallait pas se contenter des évidences, il ne fallait pas se contenter de recopier le code, il fallait accepter de se confronter aussi aux difficultés techniques, aux difficultés d'interprétation. Il fallait être capable d'analyser les textes et la jurisprudence.
et parfois sur des questions extrêmement ardues. On n'est pas obligé de tout dire dans une dissertation ENM. Jamais. On vous interroge pour disserter, composer pendant 5 heures sur des sujets qui sont tous plus vastes les uns que les autres. Le sujet, le tiers et le contrat, inutile de vous le dire, a fait l'objet de dizaines et de dizaines de thèses, d'une manière ou d'une autre, sur des sujets plus ou moins généraux ou ponctuels. Le sujet, le tiers et le contrat a fait l'objet de colonnes et de jurisprudence et de jurisprudence. On ne pouvait pas tout reprendre et il ne fallait pas choisir, on va dire, que l'évidence. Comment ne pas se contenter des évidences? Comment ne pas se limiter à la superficialité en se posant la question, eh bien, des réelles difficultés pratiques, judiciaires, qu'impliquait ce sujet. Alors, je vous propose eh bien, d'envisager ce qu'il fallait faire. En 2 temps d'abord. En approfondissant l'analyse liminaire, en portant la problématique, en portant un balancement de plan, et je vous proposerai, modestement, eh bien, un plan ensuite. Bien sûr, je réserverai une correction pleine et entière à mes élèves de l'ISP. Mais voici donc des éléments de correction permettant de déterminer ce que l'on attendait, on va dire, d'un candidat honnête, d'un bon candidat, et de celui qui ne se contente pas, encore une fois, de la simplicité. Il fallait, je l'ai dit tout à l'heure, partir des définitions. Partir des définitions, on l'a dit, il y a un paradoxe du fait de ces définitions. En principe, les notions de contrat et de tiers, les tiers des personnes, le contrat, l'instrumentum de la volonté des parties, eh bien, ces notions s'excluent l'une l'autre. On comprend immédiatement que ce qui touche le contrat concerne les parties et les tiers, elles, ne sont pas concernées par le contrat. Il y a donc une forme d'exclusion. Et pourtant, le sujet nous invite à envisager l'exclusion, certes, mais aussi les liens, la relation qui se noue malgré l'idée générale d'exclusion. Le « et » les rassemble, ces notions que l'on apparence on considère comme exclusives. Et donc, il était immédiat de réfléchir sur cette idée de paradoxe. Ce paradoxe qui consiste à donc envisager les éléments de l'opposition et les éléments, au contraire, du rapprochement. Et ça va faire notre cœur du sujet. Comment réfléchir après que l'on ait ce sentiment? Eh bien, il faut le sécuriser, ce sentiment, il faut l'assurer. Comment l'assurer mieux que par les textes? Et ici, les textes qu'il faut convoquer, ce sont les principes directeurs du droit des contrats, tout simplement. Nous sommes partis de l'article 1101 du Code civil, la définition. L'on a dit que le contrat est l'accord de volonté des parties, la chose des parties. Une fois le contrat formé, l'article 1103 nous le dit, le contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait. Les parties contractantes sont donc à l'origine du contrat, mais sont obligées par le contrat. Là aussi, on le souligne, un autre paradoxe, la liberté asservie, on la ramène ça au contrat pour dire que les parties font œuvre de liberté en contractant, mais une fois qu'elles ont contracté, elles ont en réalité aliéné leur liberté parce qu'elles sont obligées par le contrat. Et elles peuvent s'obliger réciproquement sous la contrainte juridique. L'article 1103 définit donc la portée du contrat vis-à-vis des parties. Le contrat devient une norme pour les parties. Le contrat a la même valeur que la loi pour les parties. Mais la différence entre la loi et le contrat, c'est que la loi, elle est générale, le contrat ne vaut qu'inter partes. C'est l'idée des articles 1199 et 1200 du Code civil.
L'article 1199, l'effet relatif des conventions. Le contrat oblige les parties, n'oblige point les tiers. L'article 1200, le contrat est pour les tiers un simple fait juridique et non un acte juridique par évidence. Et l'on voit cette idée exprimée de manière imagée au travers d'une métaphore militaire par feu le doyen Carbonnier, l'effet relatif des conventions. Ce principe donc qui vise à souligner que le contrat n'oblige que les parties et n'oblige point les tiers, l'effet relatif des conventions, la relativité des conventions, est le fidèle lieutenant de la force obligatoire. Le contrat oblige les parties, mais seulement les parties, et non les tiers. On a, encore une fois, démontré, mais cette fois-ci par les principes, qu'il y a bien une idée d'exclusion, mais qu'il y a tout de même un lien. Ce qui est remarquable, c'est que je viens de me référer, s'agissant de l'article 1101, s'agissant de l'article 1103, s'agissant de l'article 1199 et s'agissant de l'article 1200, au texte issu de la réforme de 2016. Mais ces principes, le contrat issu de la volonté des parties, même si ça n'était pas écrit tel quel, la force obligatoire du contrat, principe affirmé tel quel, l'effet relatif des conventions, principe affirmé dans une littérature plus classique, mais telle quelle, existait en 1804. On les retrouve, certes modernisés encore une fois, mais dans leur substance, dans leur principes, on les retrouve en 2016 et aujourd'hui en droit positif. On est donc à la fois face à un sujet extrêmement classique et traditionnel, qui aurait pu tout à fait être posé il y a 2 siècles, et un sujet éminemment moderne, parce que je l'ai dit, ces textes ont été repris par la réforme, mais aussi et surtout parce que, sous la plume du juge, le sens, l'interprétation, la valeur et la portée de ces principes, et donc de la relation entre les tiers et le contrat, eh bien, ces éléments ont évolué sous la plume du juge de manière considérable. En effet, au début, le principe de séparation était presque absolu entre les tiers et le contrat. Mais force est de constater, au vu de la pratique, au vu de l'évolution de la vie des affaires, une évolution. Cette idée de frontière intangible constituée par la sphère contractuelle a vécu. Aujourd'hui, il existe véritablement une interaction intense entre les tiers et le contrat. Et voici que se dessine le cœur de toute la problématique de ce sujet. La question n'était pas de savoir est-ce que les tiers et le contrat ont une interaction, ou quelles sont les interactions entre les tiers et le contrat. Car ceci était une évidence, c'est le sujet lui-même. La question réside davantage dans pourquoi une évolution d'une séparation vers un rapprochement, et ce, du point de vue des concepts, des définitions, de la notion en somme, mais aussi du point de vue du régime, c'est-à-dire du droit applicable aux tiers d'un côté et du droit applicable aux contractants de l'autre. Pourquoi ? Eh bien, un rapprochement entre les tiers et le contrat. Il ne fallait pas, pour résoudre cette problématique, donc, simplement se placer en tant que spectateur. Il ne fallait pas se demander comment se réalise le rapprochement. Il ne fallait pas se contenter de comprendre comment, eh bien, on articule le principe de séparation et les illustrations d'un rapprochement. Il fallait expliquer pourquoi le principe existe-t-il, mais aussi pourquoi, eh bien, connaît-il des exceptions. L'essentiel n'était donc pas dans les illustrations. Et d'ailleurs, se lancer dans les illustrations
des interactions entre les tiers et le contrat, ça serait se livrer un inventaire à la Prévert. On commence aujourd'hui et on finit. Il fallait plutôt choisir les illustrations qui permettaient d'expliquer ce pourquoi. Alors, vous ayant dit finalement l'essentiel de ce qu'il ne fallait pas faire et l'essentiel de ce qu'il fallait faire en termes d'approfondissement de la problématique du sujet, je vous le dis, cette problématique sur le rapprochement entre les notions et le régime, applicable au tiers et applicable au contrat, eh bien, devait vous conduire à un balancement assez évident. Celui qui nous dit que, malgré les évolutions, il y a une raison à maintenir le principe, malgré la multiplication des interactions, il y a une raison à conserver le tiers par principe en dehors du champ contractuel. Mais qu'en même temps, la raison pour laquelle les exceptions se multiplient, c'est le changement de nature du contrat, du rôle du contrat dans la vie des affaires, ou plus exactement l'évolution du régime de la matière contractuelle, le développement de l'importance de ce régime contractuel, de ce que l'on nomme le rayonnement contractuel. Et donc, il s'agissait de voir l'extension, l'étendue du rayonnement contractuel entraînant un impact sur les tiers, un impact évidemment patrimonial, notamment. Voilà ce qu'il fallait faire à partir de la problématique. On voit que le balancement qui va présider finalement à établir le grand 1 et le grand 2 découlait d'une problématique qui découlait elle-même des textes qui découlaient eux-mêmes de la mise en place d'une analyse à partir des définitions. Remarquez la méthode très spécifique de la dissertation ONM. Remarquez que jusqu'à présent, je n'ai en aucun cas proposé de dérouler la liste des éléments d'exclusion et des éléments de rapprochement. Je me suis contenté de m'appuyer sur les textes pour construire ma problématique. Je me suis contenté de m'appuyer sur les définitions pour construire ma problématique. Mon plan grand 1, grand 2 a découlé de ma problématique. Je vais rédiger en gardant cette idée de justification, de démonstration du pourquoi. Finalement, pourquoi le sujet m'a-t-il été donné? C'était ça, le cœur de la problématique. Pas pour recenser mes connaissances, pas pour que je montre que je suis capable de piocher dans le code, mais pour montrer que je suis capable, à partir des éléments que j'ai en ma possession, à partir des éléments que je trouve dans le code, résoudre une vraie problématique. Ceux qui ont commencé par recenser leurs idées, recenser les exemples, etc., ont fait un puzzle, souvent de mauvaise qualité. Et jamais ils ne pensent à construire un fil directeur et à une démonstration. Nous avons raisonné, nous avons construit notre plan, grand 1, grand 2, poursuivons. Et là, effectivement, commençons à convoquer nos connaissances. Mais on a déjà le grand 1, grand 2. Et quand je dis commençons à convoquer nos connaissances, là aussi, on ne va pas partir du ponctuel. On va partir des grandes lignes de la matière, à la fois d'un point de vue textuel et d'un point de vue jurisprudentiel. La première partie vise à nous faire démontrer la pertinence maintenue d'un tiers en dehors du champ contractuel, la pertinence maintenue du principe de l'effet relatif des conventions. Jamais, il ne faut écouter ceux qui disent que l'effet relatif des conventions, l'opposabilité des conventions devait être conservé seulement comme des points en introduction. C'est encore le cœur du sujet. On a en 2016 maintenu un principe qui existe depuis 1804 pour régir a priori les relations entre le tiers et le contrat. La pertinence maintenue d'un tel principe, bien qu'il y ait une multiplication des exceptions,
le fait que le principe a été renforcé et que la Cour de cassation n'hésite pas à le rappeler régulièrement, même si des exceptions sont nées, prouve que, d'abord et avant tout, eh bien, le principe voit sa pertinence conservée. Je vais utiliser un presque artifice. Les articles 1100, 99 et 1200, je vous l'ai dit, sont les illustrations modernes, sont les expressions modernes eh bien, de l'ancien texte relatif à l'effet relatif des conventions, l'ancien article 1165 du Code civil, et je les mets dans sa littérature. Le contrat ne saurait ni ne nuire, ni ne profiter au tiers. Le contrat ne saurait ni ne nuire, ni ne profiter au tiers. C'est l'essence même, à la fois de l'effet relatif des conventions, mais aussi donc de l'expression de ce principe frontière de tiers conservés en dehors de la sphère contractuelle, à la fois dans l'idée que les tiers ne sauraient, par principe, affecter le contrat, et que le contrat ne saurait les affecter. Eh bien, envisageons-le ainsi, les tiers sont en principe protégés des effets du contrat, mais par conséquence, ils sont aussi exclus du bénéfice du contrat. C'est ça l'expression du principe frontière. L'idée est de dire, eh bien, oui, les tiers n'ignorent peut-être pas l'existence du contrat, peut-être que les tiers, oui, peuvent constater le contrat comme un fait juridique, mais ça n'enlève rien au fait qu'ils sont protégés des effets du contrat et qu'ils sont exclus du bénéfice du contrat. Bien sûr, il était utile à l'occasion, le tiers protégé des effets du contrat, d'envisager les questions d'opposabilité du contrat, d'inopposabilité du contrat, d'envisager la question tout simplement que le tiers ne saurait être obligé par le contrat, mais aussi que le tiers ne saurait en principe subir de préjudice du fait du contrat. On y reviendra un petit peu d'ailleurs, parce que sur ce point, il y a un bémol. En tout cas, l'idée que s'il devait lui nuire, le tiers devrait pouvoir s'opposer aux effets du contrat, d'où le lien avec les questions d'opposabilité et d'inopposabilité. Encore, il fallait envisager que le tiers est en principe exclu du bénéfice du contrat, une exclusion directe de ce bénéfice, mais qu'il peut, et c'est là qu'on glissait progressivement vers le grand 2 et les exceptions, on peut, on le sait dans certains cas, voir le tiers bénéficier indirectement du contrat. On pense tout à la fois à la stipulation pour autrui, ou encore à l'action directe en paiement dans certaines situations, comme la sous-traitance. Mais je ne suis pas là pour recenser les idées. Je ne suis pas là pour recenser les exemples. Je suis là pour démontrer. Je viens de démontrer que le tiers est en dehors du champ contractuel, ce qui veut dire qu'il est protégé par le contrat et protégé des effets du contrat et exclu de son bénéfice. Mais cette conception classique, structurelle, eh bien, n'est pas intangible. Cette idée d'un principe frontière révèle que cette frontière est perméable. Cette frontière est perméable quand ces deux, finalement, domaines a priori déclarés séparés, la sphère contractuelle et les droits du tiers, trouvent, eh bien, à s'entrechoquer. Notamment parce que le rayonnement du contrat n'a de cesse de prendre de l'importance dans la vie des affaires, je l'ai dit. C'est dire que le rayonnement contractuel est susceptible d'impacter, affecter la situation du tiers. On peut ici l'envisager, puisque l'on peut tout dire et trouver tous les exemples, on peut l'envisager au travers, eh bien, de deux manifestations, parce que ces deux exemples vont nous permettre de comprendre le pourquoi. En matière de responsabilité, et ici, il faut bien entendre la question au sens large,
en matière de responsabilité civile du contractant vis-à-vis du tiers, ou même du tiers vis-à-vis du contractant, eh bien, on ne peut que remarquer que parfois l'exécution ou l'inexécution du contrat est susceptible de causer un préjudice au tiers, mais parfois l'inexécution du contrat est causée tout ou partie par le tiers. Et dans ces cas-là, au nom de la responsabilité, au nom de l'idée même de réparation intégrale du préjudice, parfois au nom de l'idée même d'indemnisation, quand on pense eh bien, que le contrat peut causer parfois dans son exécution des dommages à des tiers, des dommages corporels à des tiers, eh bien, le principe de réparation intégrale du préjudice, la finalité même de la responsabilité qui est de réparer le préjudice, peut justifier que l'on tranche avec l'idée d'une séparation des régimes, et l'on va parler, par exemple, de responsabilité du tiers pour complicité dans l'inexécution contractuelle, ou alors évoquer la question, peut-être la grande question de droit des obligations du XXIe siècle, qui est la question de la responsabilité du contractant vis-à-vis du tiers, qui trouve ses germes, bien évidemment, dans la Rébesse en 1991, Assemblée plénière, mais qui surtout germes qui ont donné naissance à ces interrogations multiples à l'occasion de l'arrêt Bootshop du 6 octobre 2006, dont je vous rappelle qu'il a reçu confirmation par un autre arrêt d'Assemblée plénière du 13 janvier 2020, et on va s'entendre, si on en parle au cœur de notre dissertation, dans ce grand 2A, immédiatement avec force, comme d'une évolution majeure, montrant que non, les domaines des droits du tiers et les domaines du contrat ne sont pas séparés, c'est parce que c'est évidemment ces questions-là qui ont motivé le sujet, parce que ce sont des vraies problématiques judiciaires. Et je le rappelle que depuis 91, on connaît des hésitations qui se sont renforcées entre 2006 et 2020, où la critique s'est fait vive à l'égard de la Cour de cassation, alors même qu'on discute d'une réforme de la responsabilité civile et d'un bris de la jurisprudence de la Cour de cassation, ces questions de responsabilité démontrent effectivement à la fois que les tiers et le contrat ne sont pas deux objets du droit si éloignés que ça, mais qu'ils doivent surtout eh bien, s'apprivoiser, ou plus exactement que le juge doit les apprivoiser pour eh bien, des finalités plus grandes comme la responsabilité. Toujours pourquoi ? Encore, on peut prendre le deuxième exemple illustre du XXIe siècle, la notion d'ensemble contractuel, les grandes jurisprudences que l'on connaît, 2013, 2018, sur ces ensembles contractuels comme la location financière, comme le crédit bail. Vous allez me dire, oh, mais c'est pointu, c'est spécieux, mais c'est pratique. On est en train de parler de grands arrêts, des arrêts rendus en chambre mixte, des difficultés judiciaires intenses, surtout des difficultés justifiées. Là aussi, l'important, ça n'est pas de fournir l'exemple, mais d'expliquer pourquoi cette thématique est si essentielle. Parce qu'aujourd'hui, le contrat n'est plus simple. Il n'y a plus seulement des contrats du style vente spontanée, instantanée, comme lorsque l'on continue d'aller acheter notre baguette de pain. La vie des affaires est devenue une vie économique, même pour les individus, même pour les consommateurs. Et la complexification des contrats est intense. La notion d'ensemble contractuel était encore ignorée il y a 50 ans. Aujourd'hui, elle est extrêmement prégnante. Pardonnez-moi, c'est peut-être un exemple trivial, mais lorsque l'on pense qu'aujourd'hui, eh bien, 80% eh bien, des voitures font l'objet d'un contrat de location avec option d'achat, ce sont eh bien, des contrats de location financière ou de crédit bail, selon exactement la forme adoptée. On est véritablement dans une vie aujourd'hui quotidienne qui voit la conclusion de contrats extrêmement complexes, qui voit chaque
personnes pénétraient potentiellement dans ces ensembles contractuels dont on sait le régime tout de même très peu assuré. Les ensembles contractuels dans la réforme ne sont que survolés. Alors bien sûr qu'il y a des textes spéciaux que l'on peut retrouver dans le code de commerce ou dans le code de la consommation, mais eux-mêmes ne permettent pas d'appréhender l'ensemble des questionnements en la matière. C'est le droit des obligations qui devrait constituer le socle de droit commun et régir ces situations contractuelles, et je l'ai dit, même la réforme de 2016 se contente de les survoler. C'est la jurisprudence qui a joué un rôle extrêmement important en matière d'ensemble contractuel, visant la notion d'interdépendance. Et vous allez me dire, mais comment revient-on au sujet? Mais c'est bien toute l'affaire. Dans ces ensembles contractuels, il y a plusieurs contrats qui interagissent, qui sont interdépendants les uns des autres, et qui ne lient pas les mêmes parties. Certes, souvent, il y a un contractant au cœur de l'ensemble, avec plusieurs autres contractants. Mais justement, ces autres contractants sont tiers les uns par rapport aux autres. Et la notion d'ensemble contractuel cristallise tout un pan du contentieux, du rayonnement contractuel affectant la situation des tiers, tout un pan du contentieux de la thématique entre les tiers et le contrat. On pouvait aborder donc au travers de la technique la justification du pourquoi du rayonnement contractuel. On pouvait aussi adopter un plan peut-être, moins original, plus classique, qui fonctionne très bien en grand 2 dans une dissertation ONM, un plan opposant jurisprudence et loi, ce qui permettait tout de même assez élégamment d'envisager le rôle joué par le juge dans cette construction, le faible apport de la de la loi en 2016, et surtout, peut-être de manière très prospective, mais pertinente, notamment du point de vue de l'examinateur pour lui donner l'impression d'une véritable science, d'un point de vue prédictif, en envisageant tout simplement aussi la réforme de la responsabilité civile. Les deux plans dans le grand 2 me semblent tout à fait pertinents. Ils permettaient sans doute pas d'aborder tout à fait les mêmes choses et dans la même quantité, mais les deux étaient pertinents pour la démonstration. Et encore une fois, c'est l'idée que l'on peut avoir des dissertations différentes qui vont tout à fait prospérer dans l'idée de réalisation méthodologique de la démonstration qui doit présider à la dissertation ONM plus qu'à n'importe quelle autre dissertation. Voilà. Encore une fois, pour les élèves de la prépa ISP, je vous conserve bien évidemment le bénéfice tout entier d'une dissertation approfondie de l'annale 2022, ce qui sera l'occasion du séminaire de méthodologie de la promo 2023. En attendant, j'espère que cette vidéo, vous proposant quelques éléments de correction qui mériteraient tous d'être approfondis, vous sera utile à tous, préparationnaires de l'ISP ou non. Et je vous souhaite évidemment de connaître la réussite dans votre entreprise. Si vous passez le concours de l'ENM, je vous souhaite cela vraiment de tout cœur, avec une grande sincérité, parce que vous vous apprêtez à faire l'un des plus beaux métiers du monde, difficile, mais véritablement l'un des plus beaux métiers du monde. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis peut-être à très bientôt. Au revoir.